un peu moins de 5 gigaons, c'est-à-dire 5 milliards d'années. L'espérance de vie, 12 à 13 gigaons au total, hein, taille. Alors le diamètre, vous voyez, c'est quand même 109 fois la Terre, et donc en volume, ça fait 1 300 000 fois. La masse, 2 10 puissance 27 tonnes, hein, ça fait quand même milliards de milliards de milliards. Puissance, c'est à peu près les mêmes chiffres, hein, 4 puissance 27 kW, c'est quand même beaucoup, et on en récupère heureusement une partie. Et pour faire libérer à chaque seconde cette énergie-là, vous voyez, qui consomme 460 millions de tonnes d'hydrogène à la seconde. Chaque seconde, le Soleil consomme 460 millions de tonnes d'hydrogène. Ça fait 4,6 milliards d'années qui fait ça, que chaque seconde, il consomme ces 460 millions de tonnes d'hydrogène. Alors vous allez me dire, oui, on comprend que dans 5 milliards d'années, il n'y en ait plus. Non, non. Quand on regarde bien, en fait, il aura tout épuisé dans 100 milliards d'années. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici 7 milliards d'années à peu près? En fait, il aura fabriqué beaucoup d'hélium. C'est-à-dire qu'il va diluer son hydrogène dans de l'hélium, et les réactions ne pourront plus se faire aussi facilement qu'elles se faisaient jusque-là. Donc il va falloir qu'il fasse autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se contracte. On a vu que jusque-là, effectivement, il brillait parce qu'il consommait de l'hydrogène pendant à peu près 13 milliards d'années. Après, il va falloir qu'il fasse autre chose. Il va falloir qu'il se contracte pour continuer à briller, et ça ne va pas durer si longtemps que ça. Alors, les astrophysiciens donc rangent les étoiles dans ce qu'on appelle un diagramme de Hertzsprung-Russell. Tout le monde ne peut pas s'appeler Dupont et Dupont. Et vous voyez, alors c'est la luminosité, donc en fonction de, vous le voyez, la température superficielle. Et vous avez aussi les types spectraux qui sont là. Les étudiants d'ailleurs, pour garder un moyen mnémotechnique de ça, ils ont une phrase qui est « Oh, be a fine girl, kiss me », hein, ce qui vous permet de retrouver effectivement la séquence en prenant des initiales à chaque fois. Vous avez ici ce qu'on appelle la séquence principale, un peu en diagonale. Toutes les étoiles de l'univers qui sont en train de brûler leur hydrogène pour le transformer en hélium sont là, là-dedans. 90% des étoiles de l'univers sont là. Et dans le reste, vous voyez, les géantes, les naines blanches, les supergéantes ici, c'est dans le reste du spectre. Hein. Mais donc 90% des étoiles sont ici. Alors, la fusion, on l'a vu, quand je prends des hydrogènes que je fais de l'hélium, on l'a vu tout à l'heure, c'est une diminution en fait du nombre de particules par unité de volume. Hein. J'ai vu même par peut-être 4, on en obtenait une. Donc c'est une diminution de pression pour l'étoile qu'elle compense par contraction. Lorsque, donc ça, vous retrouvez les chiffres que je vous donnais un peu tout à l'heure, 10% de l'hydrogène est transformé en hélium, eh bien l'étoile va quitter la série principale, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de brûler son combustible, et elle va commencer à se contracter. Ça veut dire que dans le centre de l'étoile, évidemment, la température va augmenter, et sa luminosité aussi va augmenter. Donc l'étoile, elle va ajuster sa structure interne pour maintenir son équilibre, et évidemment, son enveloppe va être, sous l'action des rayonnements, elle va être repoussée vers l'extérieur. Sa surface augmente, sa température superficielle à ce moment-là, elle va évidemment diminuer, et la lumière émise, elle va être plus rouge, vous arrivez vers les géantes rouges, voire pour les plus massives, les super géantes rouges. Donc vous avez des étoiles qui vont s'arrêter à géantes rouges, et d'autres qui vont aller jusqu'à super géantes rouges, et les plus massives des super géantes rouges vont vous donner des supernovae. Alors, voilà la trajectoire de notre Soleil. Donc ça, c'est notre avenir. Hein. Donc, position à 100 000 ans, voilà, c'était un bébé, le bébé était là à peu près, et puis donc, il est rentré dans la série principale, quand il avait à peu près 10 millions d'années, vous voyez, puis il est là pour 10 milliards, c'est-à-dire qu'on est à peu près au milieu. Après, il va quitter donc cette série principale, donc il va se passer des choses quand même, là, vous voyez, pendant un moment. Donc sa température superficielle qui est 6000 aujourd'hui, elle va tomber, effectivement. Et puis il va continuer à se contracter. Et là, la température, vous le voyez, donc va augmenter. Et bien sûr, il va volatiliser toutes les planètes les unes après les autres, en commençant par la plus proche vers les plus éloignées. Il va parcourir ça à peu près pendant 1 milliard d'années. Donc voilà, on va disparaître, on va redevenir... ce qui est curieux, vous savez, c'est que
l'expression qu'on connaît bien, tu es poussière et tu finiras poussière, qui était un peu une expression un peu philosophique qui disait t'es parti de rien, tu finiras rien, donc c'est pas la peine de te prendre pour quelque chose entre-temps. Physiquement, ça a un sens, c'est-à-dire qu'effectivement, on va le voir, on est né de poussière d'étoiles qui ont vécu cette trajectoire il y a très longtemps et qui sont allées jusqu'au stade de l'explosion et qui ont renvoyé dans l'espace toute cette matière dont on est en fait fabriqué. Et puis un beau jour, dans 7 milliards d'années, tout ça, ça recommencera pour refabriquer des éléments ailleurs. Effectivement, quand on regarde bien ça, plus l'étoile est massive, plus vite elle brûle son combustible, plus elle est lumineuse, plus sa durée de vie donc, est courte, peut faire des centaines de millions d'années seulement, après le Big Bang, hein. Et donc plus elles sont massives, forcément elles se transforment en supernovae, donc elles renvoient effectivement à ce moment-là toute la matière dont elles étaient constituées dans l'univers. Et donc on est constitué de ces premières supernovae en fait, qui un beau jour ont explosé. Donc la température augmente, vous voyez, on passe de 15 à 100 millions de degrés. Donc, on va pouvoir non seulement faire cette fusion d'hydrogène qu'on voyait tout à l'heure, mais une température suffisamment importante même pour faire fusionner des noyaux d'hélium. La simple addition vous donne le beryllium 8, mais la solidité, là on est sur une... On dit toujours l'exception confirme la règle. Hein. Eh bien, la seule exception qu'on ait dans toute cette fabrication de noyaux stables, etc., en général, on dit toujours les noyaux qui ont nombre pair de neutrons et de protons, ils sont vachement plus solides que les autres. Là, le beryllium 8, il est pair-pair, hein, et ben non, il n'est pas stable. Moins d'un milliardième de seconde de durée de vie, clac, il redonne 2 hélium 4 et retour à la case départ, sans toucher 20 000 francs comme on l'a dit, retour à la case départ. Alors on se dit, bah c'est foutu. Ben non, non, non. Pourquoi? Parce que si fugace soit cet état-là de beryllium 8, même si ça dure qu'un milliardième de seconde, il y a une telle concentration d'hélium 4 qu'au moment où il se forme, il prend un 3e hélium 4 et il devient du carbone 12. Ouf! De toute façon, il faut que ça marche, hein, parce qu'il faut bien qu'on arrive. Donc, voilà, le carbone 12, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait servir de catalyseur, et en fait, ça va être la brique sur laquelle toute la synthèse future, maintenant, va s'appuyer. C'est-à-dire que là, j'ai mis du temps à vous expliquer ça, maintenant, ça va aller assez vite, vous allez voir, ça va couler de source, et ça vous explique, on est un gouffre pour ces 3 éléments, parce que vous voyez, on a sauté directement du 2 au 6. Et donc on refabriquera ce lithium, ce beryllium, ce bore, hein, on dit aujourd'hui, vous voyez, le lithium, hein, on va en avoir besoin hein, dans les batteries et tout, on dit, il n'y en a pas énormément du lithium, ben, il n'y en a pas énormément dans l'univers, de toute façon, à cause de ça. Hein, vous avez retrouvé ici, voilà, mon fameux gouffre de tout à l'heure, là, voilà, vous voyez, on devrait les trouver ici, hein, et en proportion, on est moins d'un millionième par rapport à ce qu'on devrait avoir, hein, comme abondance, à cause de ce saut, en fait, jusqu'au carbone. Donc, la suite, ben, voilà, ici, vous retrouvez le catalyseur nucléaire dont je vous parlais tout à l'heure, je n'insiste pas. Et ben, la synthèse, évidemment, une fois que vous êtes au carbone 12, donc vous avez du carbone 12, vous avez des hélium 4, vous avez une fantastique température. D'ailleurs, chaque réaction donne aussi de l'énergie, donc alimente, en fait, donc, la possibilité de réaction. Donc, vous voyez, vous fabriquez de l'oxygène. Après l'oxygène, ben, vous arrivez jusqu'au néon, qui est un gaz. Et puis, ben, les éléments de nombre impair de protons, ce qu'on appelle Z impair, ben, ils sont fabriqués par des réactions secondaires, des réactions avec des protons, comme les H1 que vous voyez là. Donc, vous voyez, voilà, là, vous fabriquez le carbone 13, qui est le 2e isotope stable du carbone. Là, vous fabriquez l'azote. Là, vous fabriquez le fluor 17 qui est instable, mais qui donne de l'oxygène 17, qui est le 2e isotope stable de l'oxygène. Même chose ici avec le fluor 18, qui va vous donner le 3e isotope stable de l'oxygène. Et enfin, avec l'oxygène 18, vous obtenez le fluor 19. C'est-à-dire que vous voyez là, à l'exception toujours des 3 premiers, la lithium, beryllium, bore, hein, les numéros 3, 4 et 5,
on a fabriqué les éléments jusqu'au 10e, c'est-à-dire qu'on vient de faire le deuxième stade, après celui-ci, le deuxième stade de la synthèse. Donc nous voilà au néon. On dirait, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est vrai, mais on est déjà au néon. On doit aller jusqu'à 92. Alors la température donc augmente, elle atteint 1 milliard de degrés. La masse volumique, évidemment, ça se contracte. Ça va être de pire en pire, on est déjà à 1 tonne par centimètre cube. Et vous voyez, on arrive donc même à associer des carbone 12 et carbone 12 pour faire du magnésium, oxygène 16, du soufre, et puis vous avez des réactions secondaires qui vous font tous les noyaux intermédiaires. Premier problème. On arrive au soufre. Soufre quand même, on vu, c'est 16 protons, c'est-à-dire que cette répulsion tout à l'heure qui était déjà grande quand on avait une charge de 1, quand vous avez 16 fois plus en charge, ça devient évidemment compliqué. Alors on a du mal à continuer à faire des fusions. Alors on imagine en fait un rééquilibrage de réactions de ce type. Vous voyez des réactions alpha, gamma c'est des photons, pardon, des photons suffisamment énergiques pour recréer des alphas plus d'énergie. Vous allez me dire, je ne vois pas comment. Si, c'est un problème de défaut de masse, en fait, des réactions nucléaires, parce que ce n'est pas les mêmes réactions. Bon, en gros, ça revient à une réaccélération, si vous voulez, d'alpha. Et donc la synthèse continue. Soufre 32, on arrive à l'argon 36, argon 36, calcium 40, pardon, et calcium 40, titane 44. Donc on arrive au titane, qui est l'élément 22. Dossard 22. Nouveau problème. Vous vous souvenez de ma fameuse petite courbe là, rapport neutron sur proton, c'est-à-dire jusqu'à 20, ça marchait, autant de protons que de neutrons, mais quand je dépassais 20, il fallait que j'ai plus de neutrons. Or là, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Ma base c'était du carbone, donc j'avais autant de protons que de neutrons, et puis je me suis contenté dessus de rajouter des héliums, c'est-à-dire autant de protons que de neutrons. Donc j'arrive effectivement à ce